Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui des critères, des 20 critères de la perversion narcissique appliqués à une expérience d'une patiente. On va l'appeler Sonia. Un critère de la perversion narcissique, c'est l'absence d'empathie, la froideur émotionnelle. Eh bien, Sonia manifestait une absence d'empathie, une froideur émotionnelle par rapport à l'expression du ressenti. Par exemple, si son fils pleurait, elle s'en désintéressait, voire elle le dénigrait. Si son compagnon parlait des émotions pénibles, d'expériences pénibles, eh bien, elle changeait de sujet. Et donc, cette absence d'empathie s'associait à de la froideur. Elle se montrait distante et euh, cette distance se traduisait aussi bien par le changement de sujet que par une distance physique, changer d'orientation au niveau du regard, regarder par la fenêtre ou en tout cas se désintéresser de la personne de l'autre. L'absence d'empathie donc s'accompagnait aussi d'une toute-puissance. Cette toute-puissance était au fond une tendance à se croire invulnérable, donc elle était coupée de ses émotions et pouvait imaginer et séduire toutes les femmes. Elle avait une capacité à séduire pour se dissocier et se couper de sa vie intérieure, de toutes ses émotions pénibles. Et donc, elle jouait des jeux de regard, avec des gestes inappropriés en présence de son compagnon pour le rendre jaloux et ainsi pouvoir finalement le garder sous son emprise. Donc cette toute-puissance, c'était une incapacité à écouter l'autre, une incapacité à s'ouvrir, à écouter ses propres émotions et à en parler. Ça lui permettait de lutter pour se protéger, bien sûr, de son vécu d'enfance, des souffrances insupportables de son enfance, puisqu'elle avait vécu une relation d'emprise avec son père, lui-même pervers narcissique, et cette relation d'emprise eh bien, se traduisait par l'impuissance. Donc son père avait également une absence d'empathie, une tendance à la dénigrer, par exemple quand elle est devenue adolescente, à critiquer ses formes, quand elle est devenue femme, et par contre l'idéaliser par rapport à ce qu'il souhaitait qu'elle devienne, c'est-à-dire finalement une grande violoniste. Elle a fait des études de violon comme il le souhaitait, et donc à être le faire-valoir de son père, et dans cette mesure-là, elle était idéalisée, mais ce n'était finalement que comme instrument, comme faire-valoir pour son père. Elle l'avait idéalisé d'ailleurs en retour, et c'est parce qu'elle a été amenée par son compagnon à cette psychothérapie, à force d'ultimatum dans la relation, qu'elle a petit à petit pu sortir du déni de ses violences du passé et remettre en question cette relation idéalisée à son propre père, qu'elle idéalisait de la même manière qu'il l'avait idéalisée. Mais c'était au fond une façon de se protéger de ces souffrances insupportables vécues dans son enfance. Et il y avait également de l'incestuel dans cette relation, puisque il lui faisait vivre des situations tout à fait insupportables, par exemple, où elle pouvait être témoin de violences conjugales durant les relations sexuelles entre ses parents. Où finalement il y avait un viol conjugal, la mère n'était pas consentante, et elle l'entendait, elle en était témoin, ou bien le père la mêlait à ces visions de films pornographiques qui débouchaient sur de la violence et le meurtre d'une femme. Tout cela l'a fait ressentir un grand sentiment d'insécurité dans l'enfance, au point d'être terrorisée par le monde extérieur et ainsi de rester sous la coupe de son père finalement, en croyant être protégée, mais en réalité c'était une relation d'emprise qui lui a fait craindre d'aller vers le monde extérieur et l'a amené finalement à s'idéaliser et à idéaliser son père pour survivre. Et donc le déni faisait partie également de ces mécanismes de fonctionnement, un déni de ses émotions, un déni de la colère envers son père,
par rapport à cette impuissance qui lui a fait vivre. Par exemple, il pouvait la dénigrer, être violent physiquement, et puis finalement la serrer très fort en lui disant je t'aime. Et donc là, ces messages paradoxaux ont vraiment contribué à la relation d'emprise et à finalement à idéaliser son père. Le déni se traduisait aussi par le déni de ses peurs, peur de l'impuissance, peur d'être incapable, d'être l'enfant idéalisé que son père souhaitait qu'elle soit. Et donc, toutes ces formes de déni, eh bien, la poussaient finalement à rester sous emprise. Et par exemple, aussi le déni de la honte. Elle avait honte d'être vulnérable, d'être une enfant introvertie, timide. Et cette honte était bien sûr liée au fait que son père n'acceptait pas qu'elle exprime ses émotions, notamment la tristesse, ses peurs. Et donc, elle a dû adopter, comme son père, ce mépris de l'autre, ce sentiment de toute puissance pour survivre. On a aussi le dénigrement et la culpabilisation de l'autre. Pouvait dénigrer son fils ou son compagnon s'ils étaient sensibles et exprimant des émotions. Elle pouvait dénigrer son compagnon en mettant en doute la relation, en séduisant d'autres femmes devant lui pour le rendre jaloux et donc le mettre en doute sur ses capacités finalement à la séduire, à être capable de s'attacher. Et donc elle reprochait à son compagnon cette situation. Elle pouvait aussi le rendre jaloux par des gestes inappropriés, des jeux de regard, où elle se dissociait de ses émotions, de son vécu intérieur, pour finalement garder ce sentiment de toute puissance. Nous avons aussi l'incapacité à s'excuser. Elle était constamment dans ces jeux de pouvoir, où finalement c'était toujours la faute de son compagnon. Et donc, c'est seulement parce que celui-ci avait déjà fait un travail sur lui-même qu'il a pu identifier les jeux de manipulation et qu'il a pu prendre du recul, lui mettre des ultimatums pour qu'elle fasse un travail sur elle-même. La maîtrise et l'art de savoir jusqu'où elle pouvait aller dans la destruction de son compagnon était une autre de ses caractéristiques. Elle était très contrôlée, contrôlante. Et donc, dans ce contrôle, cette stratégie de guerre qui avait été programmée en elle par son père, elle pouvait finalement amener l'autre, son compagnon, à souffrir de ses attitudes cruelles envers lui, de ses jeux de séduction, de ses trahisons. Elle pouvait induire chez lui l'acquiescement à des relations multiples où finalement il était témoin sans être vraiment consentant, mais devenu dépendant, il acceptait, puis finalement il lui exprimait sa souffrance. Donc tous ces jeux de triangulation, elle s'en servait bien sûr pour entretenir l'emprise sur lui. Elle avait une obsession d'une image parfaite d'elle-même et donc a pris beaucoup de temps pour livrer d'autres facettes d'elle-même plus sombres. Elle voulait être parfaite aussi bien dans sa vie sociale que dans sa psychothérapie. Et donc, il lui a fallu du temps finalement pour se prendre du recul par rapport à cette obsession de l'image parfaite et sentir que je n'avais pas de jugement, que je n'avais pas de rejet par rapport à ces jeux destructeurs pour pouvoir aller plus loin dans sa psychothérapie. On a aussi la tendance à souffler le chaud et le froid, donc elle pouvait être tantôt très séductrice, exprimer à son compagnon qu'elle désirait avoir un enfant avec lui, et donc même envisager une PMA, et puis finalement, au dernier moment, eh bien, le trahir, le tromper, et puis saboter complètement cette PMA, et pour finalement lui faire sentir qu'elle le mettait à distance, qu'il n'était pas désirable, qu'il n'était pas aimable. Et donc ce jeu de souffler le chaud et le froid contribuait bien sûr à l'emprise qu'elle avait sur lui. On a les messages paradoxaux, la tendance à rester floue sur ses intentions. Donc, par exemple, elle considérait qu'elle donnait assez à son compagnon, alors qu'en réalité, elle donnait très peu. Et donc, elle lui faisait sentir qu'il était envahissant ou qu'il en demandait trop, alors qu'en réalité, c'était elle. Donc, il y avait une inversion des rôles où elle se positionnait en victime et lui faisait croire que c'était lui
l'agresseur. Donc cette inversion des rôles est aussi une des caractéristiques dans la perversion narcissique avec la victimisation. L'envahissement et la vampirisation, c'est aussi une autre caractéristique des pervers narcissiques. Et donc, elle donnait des miettes de reconnaissance pour ensuite retirer son amour, sa reconnaissance, et donc garder son compagnon en état de privation affective, de privation de reconnaissance. Et donc, il tentait constamment de pouvoir à nouveau retrouver ces moments idéaux avec elle, où elle pouvait l'idéaliser autant qu'il l'idéalisait. Donc elle pouvait lui dire qu'il était merveilleux, qu'il était l'homme idéal, et puis à d'autres moments par contre lui dire qu'il n'était pas l'homme attendu, que c'est pour cela qu'elle elle cherchait à séduire d'autres femmes. Et donc voilà, cette ambivalence, ce comportement d'attachement désorganisé venait de son enfance. Hein. Elle avait développé un trouble de l'attachement désorganisé dans la relation à son propre père, qui lui aussi alternait comme ça évitement et ambivalence. Et donc cet évitement, bien, il se traduisait par le fait qu'il la méprisait, il la mettait à distance, et à d'autres moments, bien, il cherchait ce rapprochement dans des comportements à la fois incestuels et en même temps d'idéalisation. Et donc c'était tout à fait désorganisé dans sa vie affective, comme avec son père. Donc la capacité à diviser pour régner était vraiment présente dans sa relation à l'autre, comme son père l'avait fait avec elle, puisque elle a souffert donc de cette persuasion coercitive qui est présente dans la relation du parent pervers narcissique à son enfant. Et donc il l'a utilisée contre sa mère, en dénigrant sa mère, en la culpabilisant, en étant violent avec sa mère devant elle, et donc finalement en la rendant témoin de ces violences conjugales, et finalement en culpabilisant la mère, en lui faisant porter le poids de toute la responsabilité de la situation. Et donc finalement, à force d'être insécurisée, d'avoir peur finalement dans cette ambiance familiale d'insécurité, elle a adopté le comportement de l'agresseur et dénigrait également sa mère et la culpabilisait. Jusqu'au moment où, beaucoup plus tard, elle a pris conscience à travers sa psychothérapie de finalement de la façon dont son père l'avait instrumentalisée. Elle a pu alors prendre du recul et dire à son père finalement qu'elle elle avait souffert de cette emprise. Et là, finalement, elle a subi le rejet de son père, qui évidemment était l'attitude de représailles qu'on retrouve aussi très souvent chez les parents pervers narcissiques quand l'enfant n'est pas d'accord, quand l'enfant s'oppose. Et donc c'est bien aussi une des raisons pour lesquelles elle avait adopté le comportement de son père, et qu'elle n'avait pas pu faire autre chose que de répéter son comportement à l'âge adulte. Donc à côté de ce double jeu, de cette division pour régner, eh bien, on voyait en effet qu'elle comparait son compagnon à d'autres hommes ou à d'autres femmes, son fils à d'autres enfants. Elle voulait toujours qu'il soit finalement le meilleur à l'école, comme elle avait dû être la meilleure pour son père. Et donc si elle n'était pas d'ailleurs la meilleure, son père était violent verbalement, physiquement avec elle, et elle a reproduit ce comportement avec son fils. Et donc c'est une souffrance qui n'était pas du tout consciente au départ de la thérapie, puisqu'elle s'était identifiée à son agresseur, mais c'est petit à petit, au cours de sa psychothérapie, qu'elle a pris distance par rapport à
ce qu'elle avait vécu dans son enfance, en prenant conscience finalement qu'elle était dans la répétition et que, à force de ne pas avoir d'empathie pour son compagnon, celui-ci prenait du recul, lui mettait des ultimatums et que donc finalement elle risquait de le voir s'en aller. Et donc là, c'est ça qui l'a ramené constamment à sa psychothérapie et finalement à une remise en question nécessaire. On retrouve aussi comme caractéristique l'égocentrisme. Donc finalement, elle était incapable de soutenir son compagnon ou son fils s'il souffrait. Elle était plutôt dans l'imposition des règles qui étaient ses règles et donc dans un comportement plutôt despotique où finalement l'autre devait être comme elle le souhaitait. Donc ce comportement despotique amenait évidemment des jeux d'opposition avec son fils et là aussi finalement elle le rejetait comme son père l'avait rejeté. Cette division donc pour régner, c'est un état d'insécurité qui est caché derrière ce mécanisme de toute puissance, hein, donc puisqu'elle a grandi dans l'insécurité, mais elle n'avait aucune connexion à cet état d'insécurité de l'enfance, puisqu'elle avait pu développer un déni total de son impuissance, de ce sentiment, de cette peur d'être incapable face aux exigences de perfection de son père. Et donc, bien, toute cette insécurité, elle a réussi à la nier et elle a utilisé également pour cela le recours aux addictions, les drogues, l'alcool, la boulimie, et tout cela lui permettait encore plus de s'anesthésier, mais de toute façon, il y avait une forme d'anesthésie chez elle qui était présente, et cette anesthésie émotionnelle, eh bien, elle était maintenue évidemment par toutes ces addictions, mais aussi par ce contrôle mental permanent. Et comme elle était très intelligente, elle pouvait aussi prendre refuge dans ces mécanismes d'intellectualisation pour analyser et donc repérer les failles de l'autre, le manipuler et mieux encore l'exploiter, le détruire. Donc cette intellectualisation, elle a dû aussi être travaillée, et dans la psychothérapie, le travail sur les parties dissociées a été très important, de communiquer avec les parties d'elle-même qui avaient été niées par son père, niées par elle, notamment cette partie figée en elle, la petite fille qui avait dû vraiment se geler émotionnellement, qui était morte à l'intérieur d'elle-même face à la terreur que lui infligeait son père et au sentiment d'impuissance, au sentiment d'être incapable. Et donc elle a petit à petit, par le dialogue avec les parties d'elle-même, pu se reconnecter avec cette souffrance insupportable de l'enfance pour arriver à mieux vivre sa relation avec elle-même et intégrer les souffrances insupportables de son passé. On a aussi comme mécanisme très important chez les pervers narcissiques l'isolement de l'autre. Finalement, le pervers narcissique amène le partenaire à s'isoler. Il induit cet isolement par le fait qu'il met l'autre sous emprise, qu'il le rend dépendant à force de le dénigrer. Il perd son identité, et donc c'est un peu cette stratégie qui était présente dans le comportement de Sonia, en humiliant son partenaire pour ensuite exercer sur lui l'emprise. Eh bien voilà, je pense qu'on a décrit toutes les caractéristiques ici. Donc la psychorigidité, oui, on peut rajouter cette caractéristique. Cette psychorigidité se traduisait par le fait finalement qu'elle était très contrôlante et très rigide dans sa façon de penser les choses, notamment au niveau de l'exigence de perfection, par exemple par rapport à son fils qui devait toujours être parfait, qui devait être dur comme elle. Et donc cette psychorigidité contribuait finalement au contrôle, au sentiment de toute puissance présent dans sa personnalité et dans l'emprise qu'elle pouvait avoir sur les autres,
pour nier les abus narcissiques et sexuels de son enfance. Et donc c'est petit à petit que ces abus ont pu être mis en évidence grâce à cette alliance thérapeutique qui tout doucement a pu se construire entre nous à force d'empathie, de non-jugement. Elle a appris également à être empathique et non jugeante avec elle-même pour développer de la compassion pour la petite fille en elle qui avait dû mourir à son ressenti, mourir à elle-même et qu'elle a pu petit à petit reconnecter et à qui elle a redonné vie. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur les pervers narcissiques, vous pouvez lire Les pervers narcissiques, récits et témoignages, paru aux éditions Ellipse. Et en janvier, eh bien, je publierai en janvier 2023 Les femmes perverses narcissiques aux éditions Ellipse également, qui explique justement le vécu de Sonia et qui peut vous en faire savoir plus sur la perversion narcissique au féminin. Voilà, si vous voulez mettre un j'aime, si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de mettre ce j'aime après l'avoir écoutée. Bonne journée!